Salut à tous, bienvenue dans la cabane des cartes. On entend souvent dans des tags, des vidéos et tout ça sur le tarot, des personnes qui répondent aux questions selon toi, quel est le tarot le plus facile pour un débutant ou comment tu as appris le tarot. En fait, je vais répondre un peu à ces questions dans cette vidéo, mais pas du tout d'une façon habituelle, vous allez voir. On va un peu aborder de la philosophie, on va se décomplexer sur la façon d'utiliser les tarots peut-être plus historiques. Et je vais essayer de répondre à quelques questions comme ça et vous expliquer comment moi j'utilise le tarot et comment... j'ai réussi à m'approprier cet outil. Voilà, je me fais une petite tasse de thé et je reviens tout de suite. On a quoi aujourd'hui? Hop là. On a fait l'expérience de quelque chose de plus grand. Yeah, ça va trop bien avec la vidéo. Alors, on va commencer par le commencement. Je vous assure, ce ne sera pas juste un cours de philo. Je pense qu'à chaque période de l'histoire, à chaque façon de penser de chaque époque, correspond à un outil. Au Moyen-Âge, je vous l'attrape, si vous avez envie de vous y intéresser, celui-là est vachement bien. Ça part de l'Occident, Jésus, les Byzantins, et on arrive jusqu'au mysticisme et à l'océanisme. Enfin, bref, voilà, il est passionnant. Alors, au Moyen-Âge, l'outil qui a été utilisé pour apprendre des choses qui allaient dans la spiritualité, c'est le tarot de Marseille, dit de Marseille. À la base, le tarot dit de Marseille, les majeurs, c'est des cartes, des arcanes qui servent à apprendre des morales, des valeurs. C'est un outil à la base pour apprendre par cœur certaines notions, mais aussi pour interroger des étudiants. C'est le mouvement en Italie des néoplatonistes qui prendra surtout son essor à la Renaissance. Qu'est-ce que c'est la spiritualité en fait au Moyen-Âge? C'est ça déjà la question qu'on aurait se poser. C'est quoi la spiritualité, l'ésotérisme au Moyen-Âge? Au Moyen-Âge, et quelqu'un de spirituel, quelqu'un qui est à la fois philosophe, à la fois théologien et à la fois scientifique. Pourquoi? Parce que l'homme se perçoit comme un être qui essaye de temps à être la plus parfaite version de ce que Dieu a voulu qu'il soit sur Terre. Et à abîmer le moins possible la création de Dieu. Ça veut dire que l'être humain perçoit le monde et sa propre personne sous la loi divine. Et en fait, toutes les choses qui rentrent dans la compréhension du monde sont des choses faites pour qu'on soit l'être le plus parfait possible selon la volonté de Dieu. Et surtout, à l'époque, les êtres humains, en Europe, au Moyen-Âge, ne se perçoivent pas comme des individualités, au sens où nous on l'entend actuellement. Ils se perçoivent d'abord comme des créatures de Dieu, des chrétiens, ensuite comme des sujets royaux, ensuite comme des bons voisins, collègues, membres de guildes, que ça soit scientifique, que ça soit celle du clergé, que ça soit celle des forgerons, que ça soit celle des pêcheurs. Et ensuite, en dernier lieu, il y a la cellule familiale qui commence avec tous les cousins, les oncles et les tantes, machin, les derniers degrés et tout bidule. Et on arrive au tout dernier lieu, avec l'individu. L'individu, et encore même au sein de sa propre pensée, de son propre cœur, dans son lit, il prie, il essaye d'être au niveau de la loi divine. Nous, on se perçoit de manière totalement opposée, c'est-à-dire on part de nous, individus, avec nos ressentis, avec nos façons de voir le monde et tout, et petit à petit, on se définit comme appartenant à une famille, d'abord une famille, juste les êtres qui vivent dans la même maison que vous,
la maisonnée. Ensuite, peut-être vos cousins, vos cousines. Ensuite, faisant partie d'un boulot avec les collègues. Et en dernier lieu, comme étant de telle ou telle identité nationale, machin, tout ça. Donc déjà, on n'est pas du tout dans la même façon de voir les choses. Donc, je vous disais, la science au Moyen-Âge relève de la mystique, parce que on essaye, on est aux prémices de la pensée de la mécanique, hein, faut pas l'oublier. On essaye de comprendre au mieux la création divine dans tout ce qu'elle a de parfait. Donc les mathématiques, l'astronomie, les prémices de la chimie, la morale. Alors ce qu'on appelle la morale, c'est pas ce qu'on appelle aujourd'hui la morale. La morale, c'est la morale et l'éthique, c'est selon les textes sacrés, selon la volonté de Dieu. Et la philosophie que vient enrichir dans certains cercles très privilégiés la pensée grecque et un petit peu arabe à la Renaissance. C'est pas du tout ce que nous on entend par ces mots-là actuellement. Donc en fait, on estime que l'homme parfait, le riche, le puissant, est celui qui est parfait dans tous les niveaux de lui, y compris dans sa tête, qu'il est bien fait, et pas comme nous de nos jours où bon ben on peut être ingénieur, mais c'est surtout pour gagner des sous. Et les très très puissants dans le monde ne sont pas des gens qui ont un niveau de mathématiques d'un chercheur en mathématiques, ont un niveau en philosophie, en rhétorique d'un professeur d'université, pas du tout. Donc le tarot de Marseille, il est fait effectivement de majeurs qui sont à la base des vertus, des leçons philosophiques, et il est fait de figures, de cartes mineures, qui sont des choses qui obéissent à une loi mathématique. À l'époque, la numérologie, la géomancie, c'est-à-dire le langage secret du placement de points les uns par rapport aux autres et tout ça, sont des savoirs qui discutent avec la façon dont on essaye de se perfectionner au niveau du travail sur soi, du shadow work entre guillemets, allant jusqu'à se fouetter avec des orties à l'époque. Déjà, en premier lieu, ça obéit à une logique géométrique qui nous échappe, parce que imaginez-vous que même quelqu'un du peuple, à l'époque du Moyen-Âge, quand il rentre dans une église, quand il voit des cartes à jouer, il peut vous décrypter des codes qui nous échappent complètement, des codes sur les couleurs, des codes sur la position du corps, des codes sur des symboliques qui appartiennent aux éléments figuratifs de cette époque-là. Donc déjà, ça par exemple, le très joli tarot du Seigneur des Anneaux, ça n'est pas à Marseille, ok? C'est un pile deck. Donc oui, il y a le nombre d'éléments, là c'est pour les coupes, non, c'est pour les deniers. Le nombre qu'il y a d'anneaux dessus, c'est juste pour que vous les comptiez, il n'y a pas de logique géométrique dessus. Il n'y a pas de logique géomantique. Donc déjà, on va arrêter de parler de tarot de Marseille quand on parle de pile deck. Donc pourquoi nous, ça ne nous parle pas forcément, les tarots de Marseille? Après, vous pouvez avoir une super connexion, des super mémoires de vie antérieure, et ça colle complètement et vous comprenez tout. Mais en général, ça ne nous parle pas parce que déjà, on n'a pas les codes de l'époque. Deuxièmement, parce que on n'est plus dans une époque où on fait fonctionner les mathématiques, les lois mécaniques de l'univers avec la spiritualité. Nous, on est plus une société, alors on va parler d'épistémé, c'est-à-dire de la pensée, comment je pourrais vous expliquer ça? L'épistémé, c'est la façon dont la science se pense. Ça, c'est une époque de la parfaite création du jardin d'Éden et de l'envie d'y retourner. Chaque carte peut être vue comme un plan de jardin.
d'ailleurs, hein, comme les tapis persans et compagnie. C'est aussi les débuts de la mécanique. Donc, on s'intéresse à la mécanique des choses, aux mathématiques et compagnie. Nous, on est dans une époque où on pense en réseau, où on part de l'expérience personnelle. On est dans une époque où on s'est intéressé aux traditions asiatiques, le bouddhisme, le shintoïsme, le taoïsme, tout ça. On est même allé jusqu'au Ho'oponopono avec les cultures océaniques. On est dans une pensée où on essaye, on a tendance à penser que la plus parfaite expression de soi dans ce monde-ci, c'est d'être heureux. Être heureux, c'est pas du tout la volonté de l'époque, ou en tout cas, si vous le trouvez dans des textes du Moyen-Âge, être heureux, c'est être comblé, d'être la parfaite créature de Dieu et d'être bien, d'avoir trouvé bien la façon de marcher dans les pas qu'on nous a donnés. Nous, on pense que si on est heureux, on sera épanoui. Ça sera la meilleure forme de vie qu'on puisse avoir sur cette terre. On part de nos expériences. On est dans une société de réseau, de mise en relation, à tel point qu'on a tellement d'informations les uns sur les autres, de mise en réseau, machin et tout, que ça déborde du carton et qu'on ne sait plus quoi en faire, on ne sait plus comment le ranger, et ça en devient absurde au bout d'un moment. Mais la chance qu'on a avec ça, c'est que à travers des films, à travers des livres, à travers des récits d'expériences sur YouTube et compagnie, on peut se connecter émotionnellement à d'autres vécus. Et moi, ma façon d'apprendre le tarot, ça a été par l'émotion. Pourquoi? Parce que la mémoire émotionnelle est celle qui perdure le plus. C'est la plus malléable aussi. C'est celle avec laquelle on peut faire, je sais pas, vous avez la couleur rouge de la colère. Vous avez des expériences de colère. Vous avez la couleur bleue qui est celle de la tristesse. Pâte à modeler bleu, pâte à modeler rouge. Et dans les cartes, vous allez, en fait, et suivant les tirages ensuite, vous allez en fait vous rendre compte que la forme en pâte à modeler, elle est plus de telle couleur et de telle forme. J'essaye de ne pas vous perdre. Donc déjà, pourquoi le tarot de Marseille vous parle moins qu'un rider ou qu'un clone de rider? Bah, en fait, tout simplement parce que c'est pas la même perception et la même logique du monde. Voilà. Si vous voulez vous intéresser au tarot de Marseille, au style... au support des cartes à jouer aussi, hein, il faudra vous intéresser à ces logiques-là qui ne sont plus vraiment les nôtres. Si vous voulez commencer à apprendre le tarot, à quoi correspond chaque arcane mineur et majeur, le mieux c'est peut-être de partir de ce que vous connaissez et de ce que je vais essayer de vous expliquer. Pour moi, chaque arcane correspond à un moment de vie, à un type d'émotion, à un type de situation où des émotions se sont mélangées et où il y avait un sens à cette émotion. Par exemple, la fois où vous êtes enfin parti de chez vos parents, vous avez eu votre premier appart ou alors vous êtes allé en CTU et compagnie, vous aviez ce sentiment de liberté, un petit peu d'inconséquence et de... Comment dire? Un jeune étudiant, quelqu'un de jeune qui part de chez lui, il aura un peu une insouciance et ce côté persuadé que il fera mieux que tout le monde parce qu'il est au début de sa vie et qu'on est toujours persuadé que nous, on va pas se planter, que nous, on va pas se casser la gueule et que la chance est forcément de notre côté. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un optimisme naïf qui donne des ailes quand on est jeune et qu'on part pour la première fois faire un truc. Commencer sa vie d'adulte. Et pour moi, en fait, chaque carte, elle est un peu comme un niveau. Je sais pas si vous voyez ce que c'est une règle à niveau, une règle à bulle. Ou suivant quand vous la mettez, la bulle bouge et vous dit si c'est droit ou pas. Une carte, pour moi, elle n'a pas besoin d'être renversée.
En fait, pour moi, au ressenti et dans le tirage, dans ce qui l'entoure, je vais sentir si elle est en plus, en trop, si elle est en moins, enfin, si elle est en moins, si elle est en trop, ou si elle est bien équilibrée. Alors, bien équilibrée, c'est youpi tralala, on y va, à l'aventure, chouette. En moins, c'est... j'ai un petit peu des angoisses quand même, il y a un petit peu des trucs qui me retiennent là. Il y a un petit peu la raison qui est en train de m'aboyer après et qui me dit... hein, fais gaffe quand même. Et en trop, c'est... je suis en train de chanter en regardant le soleil et je vais me casser la gueule. Parce que je regarde pas où je mets les pieds. Parce que je fais pas attention. Parce que je suis totalement naïf sur le fait que de toute façon, il y a des cailloux qui vont se mettre sous mes pieds là pour faire un pont si j'avance. Vous voyez, en fait, c'est toujours un peu ce plus et ce moins dans les expériences. Je vais vous trouver le 3 de coupe. Souvent, les gens ne comprennent pas. Le 3 de coupe. Vous allez penser à une soirée que vous avez fait dans un bar, en ville, ou chez des gens que vous ne connaissez pas, avec des amis, pour fêter, je sais pas, le divorce, le fait que quelqu'un vient de rompre, ou même un diplôme, ou quelque chose de chouette à fêter. Hein. Alors, réfléchissez à, en normal, qu'est-ce que ça donne, en moins et en plus. C'est-à-dire, il y en a un petit peu trop de cette énergie en plus, et il y en a un petit peu pas assez en moins de cette énergie. Au niveau ressenti, au niveau émotionnel, au niveau expérience de vie, qu'est-ce que ça donne? Le fait que on sort, on va fêter un truc, on est super motivé, on s'est peut-être habillé comme des camions volés parce qu'on a envie d'aller faire ses griffes sur la jante qui nous attire au niveau amoureux, émotionnel. On est entre potes, on est en sécurité, on se sent en sécurité. Alors, en normal, ça va être en énergie de la carte, équilibrée, ça va être on fête quelque chose, je me sens célébrée, je me sens appréciée et je me sens pas démunie émotionnellement, j'ai pas l'impression d'être en train de donner des choses que des fois on me donne pas, et en même temps on n'est pas en train de me donner des choses que je sais pas gérer. Parce que les couples, c'est l'émotionnel, hein. C'est l'émotionnel que l'on vit avec autrui. Des fois qu'on vit aussi à l'intérieur de soi. Un petit peu moins, c'est... j'ai l'impression que là, on est en train de me dire mais oui, t'inquiète pas, tu vas voir, tu gères super bien, tu vas rebondir, t'es super belle, nani nana. Et en fait, vous sentez que c'est pas tout à fait vrai. Vous sentez que peut-être que vous vous sentez très amie avec ces deux personnes, mais peut-être qu'elles, c'est pas autant, parce que c'est plus entre elles qu'elles sont très amies. Et vous êtes un peu la troisième roue du carrosse. Vous voyez ce que je veux dire ? Ou alors, la super soirée qu'on vous avait promis, bon, bah, en fait, c'est pas aussi top que ce à quoi vous attendiez. Peut-être pas à cause de la soirée elle-même, peut-être que c'est vous qui, finalement, c'était pas ça dont vous aviez besoin. En un petit peu trop, c'est peut-être ces moments où, la soirée avançant, ça commence à déraper, il y en a un qui est un petit peu trop saoul, qui commence à vomir dans les fourrés, où vous vous retrouvez à devoir gérer... émotionnellement la situation qui échappe un petit peu. C'est peut-être ce moment aussi où les conversations commencent à être au-delà de ce que vous aviez envie de vivre émotionnellement. C'est-à-dire, il y a peut-être Machine qui est en train de vous prendre la tête depuis une demi-heure avec son histoire et son ex, et ça commence à rentrer dans des détails dont vous n'avez pas envie d'entendre parler, et vous vous sentez gêné. Vous sentez gêné, et en tout cas, ça dérape. Voilà, ça dérape. Soit ça démarre jamais, soit ça dérape. Et en normal, bah ouais, super moment qui correspond à ce que vous aviez projeté sur le moment et sur l'instant, et où vraiment vous avez le sentiment de partager quelque chose avec les autres. Vous voyez, à chaque fois, c'est un petit peu ça. Donc en fait, quand on va faire un tirage, quand on va commencer à marier des cartes un peu différentes, le sentiment de victoire, là,
le sentiment d'avoir accompli quelque chose, d'être arrivé à quelque chose et que vous êtes bien entouré et qu'il y a des gens qui vous soutiennent, qui sont les bons supports. Marié au fait que il y a des personnes pour le célébrer avec vous et qui vous célèbrent aussi au passage et avec qui ça se passe bien et tout ça, ça donne une situation. Maintenant, si on va dans le pas assez et trop de celle-là, les gens avec qui vous êtes arrivé, ou les énergies, hein, ou la façon dont vous êtes arrivé à votre réussite, à votre création, vous sentez bien que il a fallu forcer des mains, quoi. C'était pas si facile, si fluide que ça. Et que vous avez le sentiment peut-être qu'il manque un petit peu de quelque chose. Et là peut-être que la fête sonne un peu fake si on est en trop de couple, de 3 de couple, et que vous vous dites, mais finalement, c'est pas ma place. C'est pas ma place, et pourquoi j'ai voulu réussir à ce but-là? Parce que la résultante ne me correspond pas, ne me plaît pas. Mais ça, après, le fait qu'une carte, elle soit un petit peu en trop, un petit peu en plus et tout, c'est une sensibilité. C'est vous, avec votre intelligence émotionnelle, vous allez le ressentir quand vous allez faire le tirage. Et c'est là où il y a une limite que je ne peux pas vous transmettre, que je ne peux pas vous apprendre. Et aussi le fait que chacun part des expériences qu'il a vécues, des films qu'il a compris émotionnellement, ou des vidéos qu'il a compris émotionnellement, ou des bouquins. Je peux pas vous transmettre mon vécu à moi émotionnel sur chaque carte. Je peux juste vous dire, chaque carte correspond à un vécu émotionnel que vous avez eu. Et donc, la réponse que vous serez en train de donner à votre question, qu'elle soit pour vous ou qu'elle soit pour quelqu'un d'autre, se basera sur votre bibliothèque à vous émotionnelle. Et ensuite, la sensibilité de sentir si c'est un petit peu en trop, un petit peu en pas assez, un petit peu en trop, ou si elle est bien aspectée, c'est-à-dire qu'elle est bien dans son énergie de base, c'est à vous de le ressentir. Donc, comment apprendre le tarot? Eh bien, en reliant chaque arcane à des vécus. En reliant chaque arcane à des situations émotionnelles, à des choses que vous avez expérimentées et qui vous parlent du bon côté et du mauvais côté, entre guillemets. Mais vous savez, c'est comme une personne, parce qu'il y a certaines arcanes qui vous feront plus penser à des personnes qu'à des situations. Une personne, elle a toujours les qualités de ses défauts. Et en fait, une arcane a toujours les qualités de ses défauts et les défauts de ses qualités. C'est juste ça. Et je pense que, du coup, le meilleur jeu pour un débutant, c'est le jeu qui vous parlera le plus au niveau émotionnel. Vous allez regarder la carte, vous allez dire, ah, lui, il est en train de vivre ça. Il est en train de ressentir ça. Il est en train de penser ça. Donc, si ça vous le fait avec un Marseille, ou même avec des coupes comme ça, sans bonhomme, hein, vous dites, ah, ça ressemble à telle situation que j'ai vécue dans ma vie, avec telle et telle émotion, machin, naninana, tant mieux, c'est ok. Maintenant, si vous avez besoin de jeux plus girly, plus noir, plus symbolique, tant que le support répond à votre expérience émotionnelle, c'est ok. Et ensuite, une fois que vous avez mémorisé chaque arcane, parce que c'est plus facile de mémoriser des choses qui sont reliées à des mémoires émotionnelles, des mémoires situationnelles, des mémoires relationnelles, ensuite vous allez peut-être ajouter des couches de savoir qui sont symboliques, qui sont au niveau des couleurs, au niveau des formes, au niveau des symboles, au niveau de la numérologie. Voilà. Au fur et à mesure, vous allez rajouter ces couches-là. Mais ne partez pas de but en blanc à apprendre par cœur chaque arcane. Vous n'allez jamais vous en sortir. Votre cerveau ne voudra pas retenir l'information, en fait. Et je pense même qu'il y a des cartes que vous allez confondre. Hein, parce que je veux dire, oui, bon, en fait, ça et ça veut dire un peu la même chose. Ben non. Au niveau émotionnel, au niveau ressenti, c'est pas du tout la même chose. Et si vous essayez
de comprendre chaque arcane. Vous lisez un livre ou un livret où ils vous disent c'est ça, ça et ça. Vous dites ok, ça correspond à quoi comme chose que j'ai pu vivre dans ma vie. Ça correspond à tel moment. J'ai aussi vécu ça dans tel autre moment. Et puis peut-être que telle amie, c'est un peu ce qu'elle a vécu, mais elle l'a pas expérimenté de la même façon que moi et tout ça. Et en fait, du coup, chaque arcane est un prisme. Est un prisme émotionnel. Et suivant comment vous allez le tirer dans une position dans votre tirage où vous avez décidé que telle carte c'était ça, telle carte à cet endroit-là c'était ça, ou alors en ressentant comment elles communiquent entre elles, comment ça fonctionne entre elles, vous allez voir que le prisme il est un peu plus comme ça, un peu plus comme ça, un peu plus comme ça, un peu plus comme ça. Voilà, donc ça c'est ma façon à moi de voir le tarot, qui est une façon peut-être d'hyper empathe. Je sais pas. Je pense qu'on est une société, on est à une époque où les gens empathiques le sont encore plus et les gens qui sont pas empathiques le sont encore plus. Donc, peut-être que notre façon à nous d'avancer avec des outils ésotériques, c'est peut-être plus en partant de l'expérience, du ressenti, de choses qui sont moins rationnel, moins défini, moins dans la règle, dans la loi, que l'époque du Moyen-Âge où c'était pas du tout la même logique. Voilà, et le but, même le but au niveau de la spiritualité n'était pas du tout la même. Ce qui n'empêche pas d'utiliser le tarot de Marseille pour travailler d'autres choses, les tarots dits de Marseille pour travailler d'une autre façon, d'autres choses. Moi, je vous dirais, c'est quand même pas du tout la même énergie. Voilà. Respectons l'outil, respectons sa vibration, en ne collant pas le fonctionnement, le raisonnement d'un rider sur un tarot de Marseille. C'est pas du tout les mêmes énergies. C'est comme avec un tot. C'est encore une autre énergie. C'est encore autre chose. Le tot correspond à une énergie début du 19e qui était vraiment dans de la mystique rituelle avec toute une fantasmagorie sur des héritages d'anciens ordres mystiques qui viendraient des Égyptiens, machin, nanana. On est dans la poésie codée, on est dans la recherche de trans, on est dans la découverte des drogues aussi. La redécouverte des chamanismes, c'est pas du tout les mêmes logiques. Voilà. Ouais. Vous voyez, souvent on confond par exemple le 5 de coupe et le 7 de coupe. Je vais essayer de vous le trouver. Le 5 de coupe, il est tourné vers le passé. Hein, il a la tête vers le passé. Parce que nous, on réfléchit le temps en ligne qui avance comme ça. Il a la tête tournée vers le passé et il déplore ces 3 coupes tombées à terre. Et il ne voit pas les 2 coupes derrière lui. Et il y a un royaume, un château au loin avec un pont. Un pont qu'il a passé. Il est sur l'autre rive que le château. Donc en fait, il est en train de déplorer ce qui n'est plus, tout en ne voulant pas voir, en ne voulant pas se tourner vers ce qui commence à être, vers ce qui sera peut-être dans la nouvelle rive. En situation émotionnelle typique, ben, vous êtes en train de faire votre deuil en fait. Vous êtes en train de faire votre deuil de quelque chose qui s'est fini, de quelque chose qui n'est plus. C'est une grande mélancolie. C'est le temps nécessaire au deuil aussi, cette carte. Parce que oui, il faut respecter le fait qu'il n'a pas encore les ressources émotionnelles pour se tourner vers ça. Et en même temps, si vous avez un consultant et tout, vous pouvez lui dire vous avez les ressources. Vous avez les ressources autour de vous parce que vous les voyez pas, pour l'instant, parce que vous êtes concentré là-dessus. Mais voilà, c'est le moment où vous avez besoin de vous mettre dans votre coin, de ne pas répondre au téléphone, de pleurer tout ce que vous pouvez sur la personne qui vous a largué et compagnie. Le 7 de coupe, c'est pas du tout la même situation. Le 7 de coupe, il est parti d'une situation qui est plus dans l'ici et maintenant, parce que les coupes sont plus vers nous. Clairement, il est parti comme ça.
Et il part vers son avenir. Il a repris son bâton aussi, hein, son bâton de pèlerin, son bâton de marche. Le bâton, en plus, dans le tarot, c'est la force vitale. Et il est sous le regard de la lune, qui est l'intuition, qui est la créativité et qui est ce qui nous anime au plus profond de nous, sans même que des fois on le sache. Donc cette carte-là, c'est le quoi? C'est vous qui partez d'une situation parce que vous avez conscience que vous n'avez plus rien à y vivre. Mais ça fait mal quand même. Hein. Donc c'est vous qui quittez quelqu'un parce que ou une situation parce que vous dites bon, ben voilà, c'est du passé. C'est du passé et il faut passer à autre chose. Ça, c'est plus en positif. Un peu en négatif, bah, peut-être que c'est le moment où vous êtes fait foutre dehors de chez un mec, je parle en tant que fille qui aime les mecs, hein, vous ajustez, de chez un mec sur qui vous avez un crush, vous vous rendez compte que cette personne n'en a rien à fiche de vous, et vous vous retrouvez à partir de chez cette personne un peu comme un chien galeux, quoi. Vous vous sentez un peu comme une merde là quand même. Vous savez pas trop quoi faire de tout ça, à part le laisser sur place. Donc voilà, vous voyez, c'est pas du tout les mêmes énergies quand on commence à le relier à du vécu, du ressenti. Je vais vous faire un autre exemple avec la... c'est lesquels qu'on... Avec l'étoile et la tempérance. Souvent les gens qui apprennent le tarot les confondent. On voit un petit peu les mêmes énergies entre les deux. Et surtout, il y a des cartes trompeuses dans le tarot parce que n'oubliez jamais que les épées, c'est la pensée, c'est la parole. Hein. C'est-à-dire que le 10 d'épée, c'est pas physiquement que vous êtes à bout, c'est mentalement. Et c'est peut-être des paroles qui vous ont crucifié. Le 3 d'épée, c'est une difficulté à sortir les mots, à mettre des mots sur les choses, peut-être aussi des fois. Allez. Ah ben, elles étaient côte à côte. L'étoile, c'est le fait qu'à un moment donné, on a... C'est le fait qu'à un moment donné, on a usé toutes ses ressources possibles. On est à poil, on n'a plus de fringues. On est en train de verser l'eau de la vie sur la terre. On a l'impression que c'est un petit peu en vain parce qu'elle va se perdre dans la terre. Et en même temps, on la remet dans la source de la vie. Une carte aussi qui peut parler des fois d'une envie d'en finir. Hein, pourquoi pas? On peut en être à ce point-là. C'est le désespoir. Voilà. C'est un état de désespoir, l'étoile. Et c'est ce moment où, en marchant dans un désert, en ne voyant aucune solution, on tombe à genoux, on lève le ciel et on dit « Pitié, aidez-moi ». C'est la prière. C'est la pure prière. Et en fait, ces moments de grand désespoir, c'est des moments où on expérimente réellement la connexion au divin, où ça outrepasse le mental, ça outrepasse tous les blablas, toutes les choses qu'on se raconte, toutes les déformations du réel, tout qu'on peut se donner, parce que toutes les déformations du réel qu'on se donne habituellement ne fonctionnent plus pour expliquer la situation. Donc c'est un moment de grand désespoir, mais c'est un moment de grande mystique aussi. Donc ça nous parle des guides, ça nous parle de nos rêves, ça nous parle de nos aspirations les plus hautes, mais ça nous parle aussi de moments où on s'en remet à. Voilà. Je m'en remets aux forces qui peuvent m'aider pour trouver une solution, pour avancer. Et je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté ce genre de situation, à petite ou grande échelle. Hein. Petite échelle, ça peut être, il est 8 h du soir, enfin il est 6 h du soir en hiver, il fait nuit, j'ai 14 ans et j'ai plus aucun moyen de payer mon titre de transport pour rentrer chez moi. Et vous dites, oh,
mon Dieu, aidez-moi, qu'est-ce que je vais faire et tout. Dans une grande ville, je suis complètement perdue. Et poum, vous allez tomber sur un billet de 10 balles par terre. À échelle plus grande, c'est j'ai tout perdu dans ma vie. Ma maison vient de brûler. Et on s'assoit par terre et on dit, ah là, les amis, si vous venez pas et vous me relevez pas, c'est pas moi qui vais réussir à me relever. Et bizarrement, en général, il y a quelque chose qui vient vous relever. Et là, on peut se rendre compte que ces guides et compagnie, c'est pas juste du blabla. Pour moi, c'est aussi la carte de l'intuition au bon moment. Je sais pas, vous êtes en voiture, sur une petite route, et dans un tournant, vous dites, oh, rabat-toi à gauche. Non, gauche à droite. Rabat-toi à droite. Et vous allez le faire. Et à ce moment-là, il y a une voiture qui arrive à toute allure dans l'autre sens. Et vous dites, heureusement, je me laisserai prise. C'est ça. Pour moi, c'est ça aussi. C'est vos guides qui, boum, vont vous parler en direct. Vont vous dire un truc en direct. La tempérance, on sort d'une période où on a perdu des morceaux de son pulse. Ok? Très clairement. Si on regarde dans la progression, on vient de passer des trucs pas forcément faciles, pas forcément sympas, des prises de conscience. Alors, on peut avoir perdu des morceaux de ce qu'on était avant parce qu'on les a éliminés, parce qu'on a pris conscience que c'était pas bon, c'était toxique, ok? Et en fait, c'est ce moment, vous savez, dans la vie, des fois, il y a des moments où on sait qu'on a changé. Et avant que le vase, un peu comme si on était un vase dont les morceaux étaient tombés, on l'a recollé, il manque quelques morceaux, bon, c'est pas grave. Et en fait, on en est à ce moment avant que la colle ait pris. On sait qu'on est un peu fragile, on fait attention à soi, on va pas s'exposer à des choses qui pourraient nous casser. Et en même temps, on a conscience qu'on est on est dans un processus de finalisation de devenir quelqu'un de nouveau. Une nouvelle personne. J'ai compris des choses. Je les ai transmutées, ou je suis en train de les transmuter. Parce que ça, c'est de la transmutation. Regardez là, il y a un soleil qui se lève sur la montagne. Il y a les iris. Les iris, c'est en lien aussi avec la divinité Iris. Hein, c'est les nouveaux départs, c'est la compréhension de certaines choses. Son symbole, c'est l'arc-en-ciel. C'est la défragmentation aussi de la lumière. C'est-à-dire qu'on comprend toutes les couches d'un événement. Il y a une prise de conscience. Et en même temps, ça c'est l'eau qui soigne. C'est l'eau qui arrive à faire dépasser certaines choses. Et certaines personnes se disent, vu qu'il y a un ange dessus, c'est un guide. Alors moi, je vais vous dire non. Pour moi, c'est vous, ou votre consultant, avec des ailes d'ange, parce que c'est dans ces moments-là où on vibre plus juste de notre âme, de notre part de divin. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pas du tout la même énergie. Et en fait, quand on la relie à des choses que vous avez vécues, comme avec le 5 et le 7 de coupe, que je vous ai donné un exemple juste avant, on n'est pas du tout... On comprend la différence, on comprend déjà on comprend les émotions, les ressentis qui sont différents dans ces choses-là. On comprend aussi les besoins, parce que dans cet état-là, on n'a pas du tout les mêmes besoins. On comprend aussi les logiques, les nécessités, les choses qu'on n'est pas en mesure de gérer ou qui sont pas à l'ordre du jour, vraiment, parce qu'on est en train de vivre ça, ou ça, ou ça. Vous voyez ce que je veux dire? Si je suis en pleine réussite d'un objectif, hein, je suis devenue très très bon dans ce que je fais, et maintenant j'arrive à produire bien les choses, je suis pas dans les mêmes besoins, les mêmes envies que là-dedans. La question centrale n'est pas la même, déjà. Et les ressources qu'il va falloir aller chercher, les façons de se traiter soi-même ou de traiter les autres et tout, ne seront pas du tout les mêmes. Voilà. Donc ça, c'était une explication de comment moi je travaille avec le tarot. J'espère que ça vous donnera des explications. Et du coup... Ça va avec une forme de médiumnité que j'ai, c'est-à-dire que moi, quand je canalise des messages d'entités, de défunts et compagnie, c'est rarement voulu et recherché de ma part. Hein. Ça arrive
en séance. Ça passe par... c'est comme si on me téléchargeait la mémoire émotionnelle de l'entité ou de la personne. On me dit des phrases, on me dit des choses, mais moi je ressens tout l'émotion, la teinte émotionnelle qu'il y a dedans. D'ailleurs, des fois j'ai l'impression que je suis en train d'engueuler les personnes parce que leur guide me parle, qui sont un peu énervés. En fait, la personne me dit non, non, au contraire, t'es très douce et tout. Moi, je me sens très habitée par ça. C'est un peu comme si je mettais les chaussures, les pieds dans les chaussures de quelqu'un d'autre. J'ai conscience que c'est pas mes chaussures, attention, hein, je deviens pas la personne. Mais c'est bien, vous entendez un avion. En même temps, ça va bien avec les guides, les avions. Et donc voilà, ça passe par du ressenti, parce qu'il y a aussi le toucher qui est dedans. Ça passe par du vécu émotionnel. Quand c'est des gens qui ont vécu des choses terribles, moi je suis en larmes, ça me voilà. Mais il y a une part de moi que je préserve toujours au fond de moi, qui sait que moi je suis moi, que ce que je suis en train de vivre, c'est pas, ça ne m'appartient pas, et les larmes et compagnie, mon corps à ce moment-là est support de décharge du trop-plein, de l'émotion, de l'âme, ou de la chose qui a été en survivance dans les mémoires de la personne qui est en consultation avec moi. Voilà, j'arrête mon blabla, j'espère que ça vous aura intéressé, que vous aurez compris un petit peu ma méthode pour essayer de la refaire vous, si ça, et voir si ça vous correspond, si ça vous parle, si ça vous fait avancer dans votre apprentissage si vous êtes bloqué. Je vous fais des gros bisous, on se retrouve très vite, j'ai plein de choses à vous partager. J'ai envie de vous partager plein de choses en plus, là en ce moment. Et prenez soin de vous les amis, ciao ciao.